un grand honneur ici, et je parle au nom de mes collègues diabétologues français, de se trouver dans cette belle salle, de découvrir cette magnifique ville et d'avoir des contacts très étroits et très intéressants avec nos collègues russes diabétologues. Alors, je suis chargé de vous parler de l'épidémie mondiale d'obésité qui risque effectivement de submerger complètement l'humanité dans les années qui viennent si aucune mesure n'est prise. En effet, actuellement, les dernières publications de l'IDF, International Diabetes Federation, estimaient qu'un adulte sur 11 était diabétique, qu'un patient sur 2 était méconnu, que 12% des coûts engendrés par les soins portés aux diabétiques, les soins portés aux diabétiques concernaient 12% des dépenses de santé, qu'une naissance sur 7 est concernée par les problèmes de diabète et de diabète gestationnel, et qu'enfin 542 000 enfants étaient atteints d'un diabète de type 1. Je n'aborderai pas le diabète de type 1, mais je me concentrerai sur l'épidémie de diabète de type 2, car il existe actuellement 20 fois plus de patients diabétiques de type 2 que de type 1. Quand on regarde la répartition mondiale de la prévalence du diabète, on est frappé par la disparité selon les pays. En effet, les pays qui sont les plus concernés, en dehors des petites îles du Pacifique, eh bien, c'est le Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, et également l'Afrique du Nord et le Maghreb. Mais il faut considérer aussi la prévalence, mais aussi le nombre de populations qui sont intéressées par cette épidémie de diabète. Et dans ce cadre, eh bien, c'est essentiellement les pays d'Asie du Sud-Est, la Chine et le sous-continent indien qui sont particulièrement touchés par cette épidémie. Et vous voyez, il y a une progression qui est exponentielle entre les années 1980 et 2014, avec une explosion de patients diabétiques en Asie du Sud-Est. En 2015, sur une population estimée à 7,3 milliards, eh bien, la prévalence globale du diabète chez les adultes était de 8,8%, ce qui correspond à 415 millions de patients diabétiques. Et les dépenses totales de santé concernant le diabète étaient de 673 milliards de dollars. Eh bien, en 2040, on va assister à une progression extrêmement importante, 9 milliards d'habitants sur la Terre, une prévalence du diabète de 10,4%, 642 millions de patients diabétiques et des dépenses exponentielles. Outre les coûts financiers qui sont importants, il faut s'intéresser surtout aux conséquences et aux complications du diabète, notamment du diabète de type 2, qui est une maladie qui est silencieuse et qui est d'autant plus dangereuse. En effet, ces complications concernent l'atteinte rétinienne, et le diabète est une cause essentielle de cécité, la néphropathie diabétique, le diabète est la première cause de mise en dialyse, la neuropathie des membres inférieurs et l'artériopathie qui se conjuguent pour augmenter le nombre d'amputations. Il y a actuellement en France 8000 amputations par an. L'atteinte coronarienne, un patient sur 2 hospitalisé pour infarctus du myocarde est diabétique ou prédiabétique. Les accidents vasculaires cérébraux dont on connaît la gravité et les conséquences fonctionnelles. Et puis également un certain nombre de complications qui étaient méconnues jusqu'alors, mais qui peuvent apparaître du fait de l'amélioration des soins portés aux diabétiques, si bien que les gens vivant plus longtemps, et fort heureusement, eh bien, d'autres complications peuvent apparaître, comme des états démentiels et l'insuffisance cardiaque. Mais globalement, le diabète entraîne une diminution de l'espérance de vie. Alors, quel rapport, comment expliquer cette épidémie de diabète de type 2 ? Eh bien, il y a un rapport très étroit entre l'épidémie de diabète et l'épidémie d'obésité. L'épidémie d'obésité se situe à l'avant-garde de l'épidémie du diabète de type 2, et ceci par l'intermédiaire de l'obésité abdominale, que l'on peut dépister très facilement avec un simple mètre de couturière. Il existe en effet 2 types d'obésité. L'obésité dite gynoïde, plutôt chez la femme, qui intéresse les fesses et les cuisses, qui n'est pas très esthétique, mais qui finalement n'est pas si dangereuse. Et puis surtout l'obésité abdominale,
La graisse est située aux alentours, autour des viscères, et qui est une obésité qui est métaboliquement très active et qui va entraîner tous les désordres que nous allons voir. C'est l'obésité androïde que l'on mesure donc très facilement par la mesure du tour de taille. Comment est-ce que ça arrive en sécrétant plus d'insuline, si bien que paradoxalement, si l'on dosait l'insulinémie chez les patients diabétiques de type 2 au début de leur évolution, eh bien, on aurait des taux d'insuline qui seraient plus importants que chez des sujets non diabétiques. Mais au fil du temps, le pancréas s'épuise, la sécrétion d'insuline diminue, ne permet plus de répondre à l'insulinorésistance, la glycémie s'élève, et lorsque par définition elle dépasse 7 millimoles, c'est-à-dire 1,26 g par litre, eh bien, les sujets sont diabétiques. Et vous voyez que la répartition géographique de l'obésité est assez voisine de celle du diabète de type 2. Elle intéresse là également les pays du Moyen-Orient, les pays du Maghreb, les États-Unis naturellement, avec une proportion très très importante d'obèses, puisque vous voyez, plus de 30% des patients aux États-Unis sont actuellement obèses. Nous avons vu ce matin dans cette étude très remarquable d'une nation que la Russie se situait à peu près comme au niveau de la France, 12% d'obèses, alors qu'en France on est à un peu plus de 10%, et une prévalence du diabète un tout petit peu supérieure par rapport à celle de la France. Quand on regarde maintenant la répartition géographique en France, la distribution de la prévalence du diabète de type 2, on est frappé par la similitude qui existe entre la répartition géographique de l'obésité et de celle du diabète de type 2. On n'est pas surpris, mais ceci renforce bien les liens qui existent entre diabète et obésité. Et vous voyez en France que ce sont surtout les régions du nord de la France, de l'est de la France, également la région de Marseille, qui sont particulièrement intéressées. Et ce sont les régions les plus précaires, les plus défavorisées sur le plan social et financier, qui expliquent cette augmentation de cette prévalence. Il existe d'ailleurs une carte tout à fait similaire qui concerne l'échec scolaire et qui explique un petit peu, par ce biais de mauvaise éducation, d'état de précarité, l'augmentation de l'obésité puis du diabète de type 2. Et il existe une épidémie aux États-Unis, voici un exemple, de prévalence du diabète de type 2. Vous voyez, dans l'année 1991, beaucoup d'États des États-Unis étaient en bleu clair, bleu foncé, et puis on voit la progression 1996, 2003 et puis surtout 2010, avec une prévalence très très importante de l'obésité, surtout dans les territoires du Sud. Comment expliquer cette épidémie d'obésité et de diabète? Et bien sûr, un fond génétique, sur lequel on va revenir, par une augmentation des prises alimentaires, des portions qui sont plus importantes dans l'alimentation, d'aliments qui sont plus riches en calories, plus concentrés, et donc un déséquilibre entre cette absorption calorique et les efforts physiques qui sont développés pour acquérir cette alimentation. Comment peut-on schématiser l'évolution de l'humanité? Ceci est bien sûr caricatural, mais nous sommes passés du chasseur-cueilleur du néolithique à un état extrêmement sédentaire, avec des apports caloriques qui ne correspondent plus à nos dépenses, ce qui explique l'obésité. Et là-dessus, eh bien, il y a eu l'apparition de l'alimentation européenne, occidentale, riche en sucre, riche en graisse, et l'apparition de cette obésité, et ensuite du diabète de type 2. Un autre point est intéressant aussi à souligner, c'est la notion de génotype d'épargne. En effet, certaines populations sont particulièrement touchées par cette épidémie d'obésité et de diabète. Ce sont les populations qui ont été sélectionnées au fil des temps par des épisodes de disette, et finalement les survivants étaient ceux qui avaient les gènes capables de leur faire mettre de côté les calories pour supporter ces périodes de famine. C'est le cas des Indiens Pima, qui vivaient en Arizona, de conditions très difficiles, mangeant des cactus et des lézards. Les Polynésiens, qui ont survécu à des voyages très périlleux dans le Pacifique,
Et puis les Bédouins du Golfe, qui vivaient de dattes de lait de chameau et toutes ces populations étaient très minces et ont été sélectionnées au fil des siècles. Et puis maintenant que les apports alimentaires sont beaucoup plus simples, bien vous voyez, vous expliquez que les Indiens Pima, chez les Indiens Pima, il y a 50% de diabétiques, que les Polynésiens sont très obèses, et je ne parle pas des gens qui habitent le Golfe. Alors la génétique est importante, c'est certain, mais elle ne fait pas tout. Et je voudrais vous montrer ce tableau de Fernando Botero qui me semble très démonstratif. Vous voyez, toute la famille est obèse, le père, la mère, les enfants, et on se dit, la génétique, tout de même, est extrêmement importante, sauf que quand vous regardez le chat est aussi obèse, et donc on peut penser aussi que l'alimentation familiale est également très irrégulière. Alors que peut-on faire? Il est important de réagir. Et pour cela, je pense que ça dépasse complètement les notions médicales, mais ce sont des phénomènes de société. Et il est certain qu'une alimentation équilibrée, pauvre en graisse et en sucre, une augmentation de l'activité physique peuvent réduire à la fois l'obésité et cette épidémie de diabète de type 2. Et il est également certain que assurer une santé pour nos populations, une bonne santé pour nos populations, c'est une clé essentielle pour l'installation d'un développement durable. Et ceci doit passer par une politique de santé faisant intervenir les grands organismes de santé nationaux et internationaux pour justement essayer de limiter cette épidémie de diabète et d'obésité. Mais on se heurte là également à des problèmes importants sur le plan social, sur le plan individuel, mais aussi une certaine lutte avec l'agroalimentaire et l'industrie de ce type qui est extrêmement importante. Il faut donc une approche collective et de toutes les autorités politiques pour essayer de limiter cette épidémie d'obésité. Et pour ça, il faut intervenir tôt. C'est au niveau des enfants, de nos petits-enfants, que l'on peut essayer d'éviter l'aggravation de cette épidémie en favorisant chez eux une alimentation équilibrée et en favorisant également une activité physique régulière et en limitant les heures passées devant les écrans de télévision ou devant les tablettes. Je vous remercie de votre attention. Spasiba. Merci pour votre présentation magnifique. Je voudrais vous questionner. Si la personne n'est pas obèse, s'il est maigre, quels sont les facteurs de risque de diabète du deuxième type? Si l'obésité n'existe pas. C'est une excellente question et je vais vous répondre en vous disant que si vous avez un diabétique de type 2, apparemment, qui n'est pas en surpoids, ou qui n'est pas obèse, mais même qui n'est pas en surpoids, c'est louche. Ce n'est peut-être pas un diabétique de type 2. C'est dans ce cas-là où il faut rechercher une autre cause, et notamment un diabète génétique, ou un diabète de type 1 lent, qui risque d'évoluer vers une insulinorésistance. Et également rechercher les autres causes possibles de diabète, comme les atteintes pancréatiques. Moi, Bernard, je suis en aval de toi, c'est-à-dire je suis néphrologue et je dialyse tes malades obèses, diabétiques au stade de néphropathie. Généralement, tu les envoies très tard, donc on les a à 1000 micromoles de créate, ce qui est un peu dommage. Et en plus, on en casse 1 sur 2 en 5 ans de dialyse, donc ils ont une survie absolument médiocre. Ma question, c'est qu'en transplantation rénale, on a un grand nombre de malades obèses, diabétiques, qu'on évalue avant. Et de façon surprenante, pour une grande cohorte, nous à Bicêtre, de gens à qui on fait la chirurgie bariatrique prophylactique, à qui on fait perdre un nombre considérable de poids, on a vu des diabètes de type 2 totalement guérir.
j'y croyais pas. C'est une réalité. Je me demandais si l'explosion de la chirurgie bariatrique dans les diabètes de type 2 obésité, parce que c'était ton sujet, quels sont les critères que vous avez retenus, vous, du côté diabétologue, pour éventuellement leur faire passer ce cap qui est quand même terrible de la grande chirurgie bariatrique avec des pertes. Moi, j'ai un malade qui a perdu 76 kilos. Donc, c'est quand même des choses qui ne sont pas rien sur le plan des pertes en matière de vitamines, etc. Donc voilà, le problème qui est posé, c'est chirurgie bariatrique, obésité, diabète de type 2 et éventuellement guérison. Tu avais tort de ne pas y croire, car ça marche très bien. Et il existe des résultats qui sont vraiment surprenants. Alors, je ne dirais pas de guérison, mais au moins de réversion du diabète de type 2, parce qu'on assiste quelquefois à une récidive du diabète après chirurgie bariatrique. Mais il est certain que dans un nombre important qui est variable selon le type de la chirurgie. C'est-à-dire que le bypass est certainement la chirurgie la plus mutilante, mais la plus efficace. Mais actuellement en France, on fait surtout des sleeve gastrectomies, c'est-à-dire des gastrectomies partielles, et beaucoup moins d'anneaux. Et la sleeve gastrectomie déjà donne des résultats intéressants de l'ordre de 50 à 60% de rémission ou de régression du diabète. Et il est sûr que c'est une avancée. La chirurgie métabolique est aujourd'hui un point très important. Alors, quelles sont les indications? Ce qui est recommandé actuellement, c'est chez les sujets qui sont obèses, c'est une IMC au-delà de 40 kg par mètre carré. Mais par contre, chez les diabétiques, c'est 35 kg par mètre carré ou des patients qui ont déjà des complications. Mais c'est sûr que ça se développe de façon exponentielle. Ce n'est pas sans conséquence sur la vie des gens, comme tu l'as souligné. Спасибо за блестящую презентацию. Если я правильно поняла, но я абсолютно с этим согласна, что важна не только генетика, но и эпигенетика, и влияние окружающей среды. В связи с этим у меня такой общественно-политический вопрос. А как во Франции, как в государстве борются за здоровый образ жизни? Как мотивируют население соблюдать вот именно правильный образ жизни, не увлекаться фастфуд, больше двигаться? Что Франция как страна, как государство, Минздрав делает для этого? Je suis désolé, j'ai pas entendu la question. У меня нету перевода почему-то в ухе. Сейчас мне заменят приемник. Voilà. Vous pouvez répéter? Повторите, пожалуйста. En français, je préférerais. Мне нужно еще раз по-русски, да? Будьте добры, по-русски повторите еще хорошо. раз. Значит, вопрос... Alors, je répète ma question. Merci beaucoup. Вопрос в том, что все дело не только в генетике, но и влияние окружающей среды и неправильным образом жизни. Как Франция, как государство борется с неправильным образом жизни? Какие предпринимаются меры на уровне государства, на уровне Министерства здравоохранения Франции, чтобы мотивировать людей на здоровый образ жизни? C'est une très très bonne question et au cœur vraiment une difficulté très importante. Car tous les parents et les grands-parents qui regardent la télévision avec leurs enfants le mercredi après-midi, il y a des publicités, ce sont des publicités uniquement pour des boissons sucrées ou des barres chocolatées. Alors, les mesures qui sont prises, c'est d'écrire en tout petit ne mange pas trop et fais du sport. Cela dit, comme les enfants qui regardent ne savent pas lire, les résultats sont très voisins de zéro. Et puis on se heurte à chaque fois que l'on veut faire des mesures de prévention au lobby agroalimentaire qui est extrêmement puissant. Il y a eu des tentatives pour limiter la consommation de sucre, pour mettre dans les écoles des distributeurs de fruits plutôt que des barres chocolatées et à chaque fois on se heurte à des difficultés très importantes. Je pense que nos élus sont très conscients de la situation, mais ce n'est pas facile d'inverser la tendance. Y a-t-il d'autres questions dans la salle?
Есть ли другие вопросы из аудитории? У меня, Бернар, есть вопрос к тебе и замечания. В том, что касается профилактики, профилактика должна быть, конечно, прежде всего среди детей. И совсем недавно была опубликована статья о том, что детское ожирение впервые во Франции пошло на уменьшение. Как ты думаешь, это хороший признак? Во-первых, начнем с того, считаешь ли ты, что эти цифры справедливы? Действительно ситуация такая во Франции, что полных детей стало меньше? И правильно ли мы двигаемся тогда в этом направлении? Потому что похоже, что то, что мы делаем сейчас, приносит результаты. Que la chirurgie bariatrique entraîne une régression rapide du diabète, и мы знаем, что диабет удается сдерживать не только из-за того, что мы уменьшаем вес пациента, там есть ряд других элементов, но в результате Personnellement, je me suis élevé contre cette position en faisant deux remarques. Je voulais savoir si tu les partageais, parce que c'est un point important. Premièrement, cette chirurgie bariatrique concerne, pour être efficace, doit concerner pour être efficace des diabétiques qui sont jeunes, diabète récent, non insulinés et peu compliqués. Or, la majorité des diabétiques несложная, молодой человек, недавно диабетик, qui ont méconnu leur affection, qui ont été négligés et qui ont des complications. Et puis, ce qui, à mon avis, est excessif, c'est que certains sont allés jusqu'à dire finalement la chirurgie, c'est le traitement du prédiabète. Et donc, on va opérer les prédiabétiques pour les empêcher de devenir diabétiques. Et la troisième remarque, c'est que pour le traitement du diabète de type 2, nous avons actuellement une panoplie de médicaments efficaces et que la chirurgie bariatrique n'est pas si sans danger. La chirurgie bariatrique est quand même une chirurgie lourde, une chirurgie qui peut donner des complications, qui a des suites opératoires difficiles, entraînant des problèmes psychiatriques fréquents, etc. Donc, je voulais connaître, et je crois que c'est intéressant pour la salle, quelle est la réponse à la première question, d'accord? Quelle est ta position sur le risque d'extension abusive de la chirurgie bariatrique dans les En ce qui concerne la prévalence de l'obésité, nous avions tous les 3 ans une étude qui s'appelait OBEPI, qui était extrêmement intéressante, mais malheureusement la dernière publication date de 2012 et je pense qu'elle ne sera pas renouvelée, qui montrait effectivement qu'il y avait un ralentissement de la progression. Donc, il y a toujours une progression de l'obésité, mais disons que c'est un peu mieux que si c'était pire. Par contre, la seule tranche de la population où ça augmente beaucoup, c'est chez les enfants. Et donc c'est pour ça qu'il faut être particulièrement vigilant là-dessus. Pour ce qui concerne la chirurgie bariatrique, je partage tes réticences. Il est certain que c'est une chirurgie qui est très intéressante, qui permet de faire régresser le diabète de type 2, qui permet surtout de faire perdre du poids. Et disons que la régression du diabète, c'est la cerise sur le gâteau. Mais comme disait Talleyrand, tout ce qui est exagéré est insignifiant. Et je pense qu'il ne faut pas non plus banaliser cette chirurgie, parce qu'effectivement, elle a quand même des conséquences qui sont extrêmement importantes. Et il y a certains de nos malades qui viennent nous voir en disant « Mais écoutez, faites-moi cette opération, je serai tranquille, je ne serai plus obèse, j'aurai plus de diabète. » Mais ils n'auront plus non plus de vie sociale, et avec des conséquences tout de même assez importantes. Donc c'est une chirurgie qui est extrêmement intéressante, qu'il ne faut pas banaliser, qu'il faut réserver vraiment au cas qui le nécessite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a Bricker? Oui. Oui, ma question est peut-être naïve, mais est-ce que les autorités internationales, sur un phénomène mondial dont on analyse les facteurs, envisagent quand même de faire des actions contre du lobbying agroalimentaire? Quand on voit que les États-Unis sont en tête de liste et la puissance potentielle de ce pays, on est quand même un peu surpris de voir qu'on est obligé d'aller vers des mesures collectives. Что, говоря о хирургических мерах, не следует забывать, что c'est tout à fait vrai. Il y a
comment dire, des expériences qui sont faites pour essayer de limiter cela. Et la première que je pourrais donner aux États-Unis comme illustration, c'est celle qu'a faite Madame Obama, qui un jour est apparue au moment des émissions de télévision pour les enfants, est apparue sur l'écran en disant « Voilà, maintenant, prends ton ballon et va jouer dehors ». Mais encore une fois, c'est un peu aussi le lobby des armes. Limiter les armes aux États-Unis, c'est à mon avis aussi difficile que de limiter le Coca-Cola. И даже сейчас идет речь об ограничении продажи Кока-Колы. Если ты позволишь, поскольку вопросов нет, проблема бариатрической хирургии очень важна. Какая позиция у России? Sur l'indication diabétique. Господин Кочерман, о вот подобном хирургическом методе лечения. Спасибо за этот вопрос, потому что бариатрическая хирургия сейчас интенсивно набирает темпы в России. Немножечко Россия идет с опозданием по отношению к Европе и Соединенным Штатам Америки по количеству выполняемых таких операций, но тем не менее они идут. И в России пока не рассматривается как терапия отчаяния. То есть для тех пациентов, которые не справились никаким образом с морбидным ожирением, уже когда индекс массы за 40, никакие методы не помогли. И тогда вот у таких пациентов идут на бариатрическую хирургию. Пока в российские рекомендации по сахарному диабету бариатрия не вошла. Я знаю, она вошла в американские, да, европейские, но в российские пока еще не вошла. Но мы сейчас как раз стоим на пороге и взвешиваем все за и против. И как раз вот, думаем как раз о включении для определенной категории пациентов с морбидным ожирением, в которых все другие методы были исчерпаны. Приблизительно так. Voilà, c'est ça ma réponse. Один вопрос по поводу, вот мы говорим, что бариатрия и так далее, а вот на фоне общественного здоровья, когда еще не всем нужна бариатрия, какие есть во Франции предпосылки для снижения общего количества липидов? Как, например, в США Конгресс запретил гидрогенизированные жиры. В России сейчас тоже муссируются такие слухи, что вот отменят газировку, отменят маргарин и так далее. Как дела обстоят во Франции с маргарином и так далее? Или же все-таки есть оглядка на Брюссель, который, в общем-то, не знаю, может быть за, может быть против и так далее. Вот в этом плане скажите, пожалуйста, как во Франции обстоят дела с гидрогенизированными жирами? Спасибо. Пищи. Les différents types de produits alimentaires, comment ça se passe? Alors, il y a des tentatives, effectivement, qui sont en cours, justement, de mieux informer les consommateurs en leur indiquant sur des étiquettes les aliments qui sont bons pour la santé, ceux qui sont moins bons. Mais c'est un peu difficile, ça fait partie aussi de l'éducation de la population. Le problème aux États-Unis, c'est qu'il est très difficile d'avoir des aliments de base. On peut difficilement acheter des légumes, par exemple, et tous les aliments, c'est un peu la tendance que l'on voit aussi en France. Les aliments sont tous transformés. Donc, riche en graisse, riche en sucre, riche en sel. Alors, il y a effectivement, je pense que tous les États du monde, et en France également, il y a une prise de conscience de tout cela, mais la mise en place est difficile. Il ne faut pas oublier aussi que dans notre alimentation, ce qui est bon, ce qui est agréable au goût, c'est le sucre et le gras. Donc, il faut aussi rééduquer l'alimentation. В этом-то проблема.